Bonjour Satiana, merci beaucoup de participer à ce podcast avec moi. On s'est revus récemment autour du projet au Népal, donc dans cet ashram éducatif qui est à côté de Katmandou, qui accueille environ 130 enfants et dans lequel tu es reparti là pour la deuxième fois, si je ne me trompe pas, pour apporter en fait ta méthode d'éducation. Tu as comme ça poli au fil des ans parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec les enfants dans différentes pédagogies alternatives de par le monde en plus. Donc j'avais envie qu'on puisse parler aujourd'hui de ce que tu fais avec ces enfants, de ce que tu leur apportes, et puis de ce que d'autres, peut-être, qui nous écoutent, pourraient apporter parce qu'elles ont différentes compétences, notamment art-thérapie ou autres, et même en fait en n'ayant pas de compétences spécifiques dans l'éducation, on peut vraiment apporter dans cet ashram. Donc peut-être que ça répondra à certaines questions que certains ou certaines se posent. Alors déjà, Tatiana, en quelques mots, tu peux nous recadrer un peu, voilà, quelle est cette méthode IWI que tu as créée, comment tu en es venue à développer cette méthode d'éducation? D'accord. Donc, déjà, merci pour me donner cette chance de parler de tout ça. La méthode, à la base, elle a été développée en Californie et de par beaucoup de voyages autour du monde que j'ai fait et du temps passé avec les cultures indigènes et d'autres, comme tu dis, pédagogies alternatives. Et j'ai pris un petit peu le meilleur de tout ce que j'ai rencontré au fil des années et je l'ai mis dans ce modèle il y a une quinzaine d'années. Et puis, à mon retour en France, il y a 8 ans, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire ce que je faisais en Californie, en France, de parler loi et l'instruction à la maison. Et donc, le modèle a été réorganisé à l'intérieur d'un jeu qui s'appelle donc maintenant iWe School. Donc, c'est iWe, le jeu et le nous ensemble, et School, mais en même temps, c'est l'école. Et on voulait présenter ce jeu l'année dernière au Népal pour un sommet des écoles démocratiques. Et c'est comme ça qu'on est arrivé au Népal la première fois. Et en fait, on est resté plus longtemps que prévu du fait que les enfants étaient en vacances à Terrail juste à cette période de temps et que j'avais vraiment envie de les rencontrer. Donc, on a attendu qu'ils reviennent. Et pendant le temps qu'on attendait, en fait, on a créé une petite classe dans une des classes de l'école où on l'a décorée, pour lui donner un peu cette énergie de IWE, qui est un mélange de valeurs essentielles basées donc sur l'amour, l'imagination, la créativité, le leadership pacifique, une vision éco-durable pour la planète, des pratiques d'intuition et de développement du corps, de la conscience de notre corps. Et en fait, donc, c'est un peu basé sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on a dans ces classes, elles sont faites en béton et donc il y a de l'écho. Les plafonds sont très hauts. Donc, avec Abel, en fait, c'est Abel qui avait suggéré que peut-être on pourrait mettre des tissus pour un petit peu atténuer. Donc, on a mis des tissus. Enfin, on a passé du temps à décorer cette petite classe et quand les enfants sont revenus, je me suis rendu compte, en fait, ce qui avait le plus besoin, c'était de les aider à apprendre à lire et à écrire en anglais, qu'avant qu'on puisse jouer et emmener toutes ces valeurs du modèle qui me tiennent tant à cœur, la communication consciente et non violente, on a commencé à faire ça un petit peu à l'ashram. Mais cette année, en y retournant, c'était vraiment urgent et important de focaliser toute l'énergie sur l'anglais parce que les enseignants là-bas le parlent, mais pas très bien. Et ce que je me suis rendu compte, parce que cette année, en fait, je voulais faire une formation. Beaucoup des enseignants qui enseignent les plus jeunes sont des enfants de l'ashram qui ont grandi là-bas et qui ensuite enseignent ce que eux ils ont appris aux plus jeunes. Et le fait qu'ils ne parlent pas très bien l'anglais, pour beaucoup d'entre eux, essayer d'enseigner l'anglais quand tu ne le parles pas bien toi-même, c'est très difficile. Et donc, je voulais les aider avec la méthode parce que la méthode, elle utilise une méthode qui s'appelle Bob Books, qui sont des petits livres qui ont été écrits par une grand-mère aux États-Unis pour sa petite fille. Enfin, mais c'est des super petites histoires très, très simples avec des mots à 3 lettres et qui sont vraiment faciles pour apprendre la lecture et l'écriture à la manière Montessori. Et donc, je voulais former les jeunes et
les deux enseignantes qui travaillent avec les petits, une est un petit peu formée, l'autre pas du tout, à la méthode. Et au moment de faire ça, on m'a demandé, un des parents qui a choisi d'avoir sa fille à l'ashram, en fait, lui et sa femme ont deux filles et ils habitent à l'ashram, pas tous les deux, elle travaille encore ailleurs, mais lui habite à l'ashram avec ses deux filles et il travaille dans une école. En fait, il m'a demandé si je voulais bien faire une formation pour aussi les enseignants du quartier, donc du quartier de Chandragiri Hills, des écoles publiques. Et bien sûr, j'étais heureuse de faire ça. Donc, je me suis retrouvée avec une trentaine d'enseignants à former. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils parlent très, très mal anglais et ils doivent enseigner l'anglais en ne parlant pas et ne comprenant pas. Donc, avec la méthode de juste les 3 jours de formation qu'on a fait, vraiment, c'était très gratifiant parce que à la fin, donc, ils ont fait venir le ministre de l'Éducation. Enfin, c'était un gros deal, tu sais. Et à la fin, une des enseignantes qui représentait un peu le groupe a dit au ministre de l'Éducation de ce quartier qu'en 3 jours, elles avaient appris plus de comment enseigner l'anglais aux petits-enfants qu'elles avaient appris avec leur degré d'enseignante au Népal. Et donc, enfin, moi, j'ai pas compris parce que c'était tout en népalais, mais c'est Veda qui m'a traduit. M'a dit en gros, c'est ce qu'elle vient de dire. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Donc voilà, pour moi, l'urgence, c'était ça. Et je retourne à la fin de l'année, là, en octobre, bah, pour être avec vous aussi, hein, pour célébrer ce festival autour de l'éducation intégrale et refaire peut-être un jour de révision avec tous les enseignants si c'est possible et de voir comment les enfants ont progressé avec la méthode. Ok, génial. Ouais, pour remettre un peu de contexte, du coup, ce sont des enfants qui viennent de familles très défavorisées. Donc, souvent, soit ils ont plus de parents, soit les parents n'ont pas vraiment les capacités de leur donner une éducation. Donc, du coup, ils viennent dans cet ashram, voilà, où ils vivent vraiment toute l'année. Parfois, ils voient pas leurs parents pendant plusieurs années. Et du coup, ça leur permet d'avoir une éducation qui est dite intégrale, comme tu disais, parce qu'il y a à la fois l'aspect scolaire, et puis apprendre à être un être humain, voilà, digne, qui connaît les bases, en fait, pour bien vivre sa vie, à la fois matérielle, parce que l'ashram est en autonomie, donc ils apprennent à jardiner, à s'occuper des animaux, à cuisiner, etc. Et puis aussi, il y a beaucoup d'aspects créatifs, méditation, yoga, etc. Donc, nous, on avait été vraiment très impressionnés par l'éducation qui est donnée à l'ashram. Mais en même temps, ils ont peu de moyens, comme tu disais. Et du coup, ben, sur tout ce qui est effectivement anglais, c'est compliqué parce que Abel disait qu'ils essaient d'apprendre le français, mais c'est pareil. J'imagine que c'est grâce aux bénévoles qui vont et qui viennent, mais il n'y a pas forcément de suivi. Et en fait, ce qui Encore, est les petits le parlent mieux que les plus grands parce que eux, ils ont eu plus dernièrement de personnes qui sont venues chanter avec eux, travailler avec eux, de par un programme que Marie a mis en place aux États-Unis et qui a emmené pas mal de bénévoles en anglais, justement. Et là, dernièrement, il y a un petit groupe de Français qui est en train de leur apprendre un peu le français, donc c'est chouette. Et eux, ils apprennent beaucoup plus vite, les petits-enfants. Les petits, parce que tu sais, ils absorbent tout, donc eux, ils apprennent. Mais les plus grands, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Oui, puis ils ont peut-être déjà pris en quelque sorte des mauvais plis en anglais. Enfin, on apprend aussi les langues comme on les entend et après on prend des mauvaises habitudes. Enfin, ça peut être ça aussi. Bon, je sais pas. Ouais, surtout parce que la prononciation, et c'est ça, dans la méthode, on va vraiment travailler sur la prononciation phonétique parce Mm. que c'est là qu'on arrive à reconnaître les mots. Et si on se trompe dans la phonétique d'une voyelle, et ben, après, quand on doit écrire, on fait beaucoup d'erreurs. Ouais. Et juste pour rectifier un tout petit peu, il y a quand même une partie, je dirais peut-être un tiers des enfants à l'ashram qui sont, que leur famille a choisi de les mettre là, qui D'accord. ne sont pas nécessairement dans une situation d'orphelinat d'un parent ou de l'autre, euh, de par cette éducation qui est merveilleuse. Donc, et beaucoup même font partie un peu de la famille de Ramchandra et de D'accord. la famille Gagné, qui fait Ah aussi oui. partie de la charge. Donc, il y a peut-être 20% d'enfants qui sont orphelins ou complètement ou d'un parent. Oui, oui, oui. Et Oui. puis les autres, voilà, c'est des situations peut-être plus compliquées pour encore 35
40-50%. Et puis ensuite, il y a peut-être 30% qui est vraiment comme ce papa, la Deepak, qui a ses deux filles et qui est un professeur dans les écoles et qui a décidé de vivre à l'ashram pour donner à ses enfants cette éducation parce que, il la trouve meilleure qu'ailleurs. Ouais. Ouais, ouais, parce que bon, c'est vrai qu'on ne reparle pas de tout l'historique de l'ashram, mais il a été créé par Ramchandra, qui avait lui-même passé du temps à Pondichéry dans l'ashram de Sri Aurobindo et qui est venu vraiment avec des belles valeurs à transmettre. Ouais. Ok, très bien. Donc tu disais, il y aurait un grand besoin de volontariat, ne serait-ce que sur les langues en fait. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis, comme tu disais, c'est pas nécessairement des enseignants. Ce qui est important, enfin, là, par exemple, Bimala, qui est la prof des plus jeunes euh, et qui a pas vraiment été formée pour l'être, hein, elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle a fait, donc, je l'ai formée pendant les 2 dernières années. Mais elle s'occupe des enfants depuis le matin. Donc, elle les aide à s'habiller, elle les coiffe, elle, elle est là pendant qu'ils mangent. Elle s'occupe de tout, du temps des devoirs avant. Et en fait, elle est épuisée parce qu'elle a besoin de soutien. Mais à l'ashram, personne n'est payé. Tout le monde est bénévole. Donc, c'est ça qui manque aussi. Et on en parle, hein, qu'il y ait peut-être 3 ou 5 personnes qui rentrent pour soutenir, mais qui sont vraiment payées, qui sont là. Elle, par exemple, elle aurait besoin que quelqu'un s'occupe juste de la toilette des enfants, de les habiller, de les coiffer, d'enlever les poux s'il y en a, de faire toutes ces choses-là pour qu'elle, elle puisse focaliser dans la classe. Et donc, il y a des volontaires qui pourraient venir pour aider juste à faire ça, à coiffer, habiller, prendre soin des enfants. Ils n'ont pas besoin d'être formés à quoi que ce soit, juste l'amour et leur bienveillance et leur temps. Euh, Ça ferait déjà une énorme différence. Oui, parce que alors donc on est avec toi, donc on a organisé ces échanges avec des écoles en France, enfin, notamment deux là pour le moment. Et en fait, nous c'est vrai que enfin, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point en fait il y a un décalage de vie quotidienne entre nos enfants en France ou en Belgique, enfin voilà, et la vie de ces enfants à l'ashram, où effectivement en fait même, c'est comme tu dis, même des choses basiques comme s'habiller, se coiffer et tout, bah, ça demande beaucoup d'autogestion, mais quand même un peu d'encadrement parce que pour les tout petits qui arrivent à 4 5 ans, ils sont pas forcément encore super autonomes. Et même s'il y a cette idée que tout le monde est le grand frère ou la grande sœur des plus jeunes, bon, il y a ses limites. Euh, bon, Oui, ça parce qu'ils fonctionne sont bien. fatigués. Ils sont fatigués eux-mêmes. Ils ont plein d'autres choses à faire, les grands. Tu sais, dans une chambre, il y a un grand et 2, 3 enfants plus jeunes. Et ce grand est responsable pour ses plus jeunes. Mais si le grand, il a plein, plein de choses à faire et qu'il va en plus au collège et qu'il rentre, il est épuisé, après, il s'occupe moins bien des plus jeunes. Oui. Et il n'y a personne qui est là pour vérifier ça ou pour, tu vois, je donne un exemple tout bête, mais ils ont l'assemblée le matin, l'assemblée avec tous les enfants à l'école. Et ils doivent arriver, leur tenue impeccable. Si leur tenue n'est pas impeccable, ben, ils vont se faire gronder, enlever de la ligne, dire voilà, et 2, 3 fois, ben, j'ai vu ça et je me dis, mais eux, ils sont petits. Il y a une petite, par exemple, qui se fait gronder parce qu'elle a un pantalon trop court et c'est pas son pantalon. Mais je dis, mais si quelqu'un lui a piqué son pantalon à elle et qu'elle a plus qu'un pantalon court à mettre, c'est pas vraiment de sa faute non plus. Et donc, on en a parlé avec Veda, avec tout le monde, et on a décidé de mettre des noms, enfin des numéros sur leurs uniformes pour qu'on puisse un peu contrôler ça, parce que même ça, c'était, tu vois, et là, on a mis ça en place. Il y a des volontaires qui sont venus et qui ont commencé à coudre ces numéros sur tous les uniformes pour que ben, ce problème soit résolu. Mais avant ça, ben, c'était quand même un gros problème. Et c'est des petites choses comme ça qui, voilà. Bah oui, qu'on rencontre à l'échelle d'une famille, mais quand c'est une famille de 130 enfants, forcément, le problème est quand même démultiplié, surtout qu'il y a un ratio adulte-enfant qui est très faible au final. Il y a très peu d'adultes. C'est ça Ah, qui manque. et oui, effectivement. Et en fait, Ramchandra, il n'a pas trop envie de faire venir des gens de l'extérieur parce qu'il veut des gens qui ont la philosophie de l'ashram. Ça fait partie de la difficulté aussi, de pourquoi il ne veut pas juste embaucher quelqu'un pour venir faire ça. Euh,
il y a vraiment cette difficulté. Donc, les bénévoles, ils peuvent apporter tellement avec leur présence et leur bienveillance parce qu'ils viennent avec leur cœur. Oui, c'est certain. Ouais. Et puis sans l'épuisement qu'on peut ressentir si ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le même contexte aussi. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Par exemple, moi, j'ai eu pas mal d'art thérapeutes qui m'ont contacté et qui ont envie de donner de leur temps. Mais sur cette question-là, j'aimerais bien avoir ta vision des choses. Est-ce que Oui, c'est oui, oui, possible oui. de mettre des choses en place? Absolument, oui, oui, c'est super parce qu'on en a parlé justement cette année pour la première fois. Veda avait mis l'intention qu'il voulait créer une salle d'art parce que, Génial. ben, voilà, une salle d'art, mais qui est pour tout le monde. Donc, ils iraient dans la salle à des moments différents. Et donc, on a pris l'ancienne classe de Bimala, donc qui était d'un bout de l'immeuble. Et on a créé une autre classe pour elle juste à côté de la classe Ivy School. Donc, c'est aussi ce qu'on a fait cette année. Donc, elle a une nouvelle classe. Il y a Ivy School et la classe ancienne de Bimala qui est grande, on l'a fait repeindre justement pour créer une classe d'art. Donc, elle est là. Je pense qu'il y a une Française en ce moment qui s'appelle Élise et qui est en train de travailler un peu dans cette classe. La Française avant qui vient de partir, Alice, qui était là pour 3 mois, avait commencé, elle avait des idées de peindre des mandalas, des choses sur le mur et en fait, elle n'a pas eu le temps. Voilà, donc pour l'instant, l'opportunité pour les artistes de venir et de rendre cette salle magnifique et de parler français avec les enfants pendant qu'ils font cet art, et ben, pour moi, c'est une des meilleures options possibles là dans les temps qui viennent. Ah bah, génial, génial. Je pense qu'il va y avoir des bénévoles sur le sujet. Et puis, dans la tribu, là, qui part à l'automne, il y a une personne qui est très intéressée de mettre en place aussi le jeu de peindre, parce elle est formée. Donc, il faudra voir avec Veda comment mettre ça en place et puis pouvoir, comme elle disait, pouvoir former des personnes ensuite à prendre la suite parce que c'est une certaine philosophie. Dis-nous-en quelque chose, Le si tu jeu veux de bien. peintre, ça a été développé par Arnaud Stern et en fait, l'idée, c'est vraiment, il a remarqué qu'en fait, il y avait des... Celui qui est jamais allé à l'école? C'est son fils, celui qui est jamais allé à l'école, du coup. Et, Ah ouais. ouais. Et en fait, donc l'idée, c'est d'avoir du beau matériau, donc c'est de la qualité, c'est de la peinture de Et ça, qualité, je suis complètement d'accord. C'est super des beaux important. pinceaux, etc. Ouais. Et donc, en fait, tu as une palette avec les couleurs. Et donc, chaque enfant saisit le pinceau qui correspond à la couleur qu'il a choisie. Et en fait, au mur, ils ont des grandes feuilles. Et en fait, ils tracent. En fait, et l'idée, c'est que ça vienne vraiment d'eux, en fait, qu'il n'y ait pas de représentation ou quoi, mais qu'ils puissent vraiment. C'est vraiment un espace d'expression libre, et en même temps avec des règles où on prend vraiment soin du matériel, de pas mélanger les couleurs, c'est J'adore. calme, on prend soin des autres, etc. Et voilà, parce qu'il a vraiment remarqué qu'il y avait des traces universelles qui étaient finalement les mêmes, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Et donc, il y avait ce besoin d'exprimer finalement quelque chose de très instinctif, très primordial. Voilà, bon, c'est avec mes mots. Moi, je suis pas formée, mais je connais parce que j'ai J'adore, fait. j'adore. C'est complètement aligné avec IWI aussi parce que, et on a commencé, j'ai montré aux enfants et je le dis depuis le début, oui, il y a plein de matériel d'art, mais c'est pas de la bonne qualité. Et c'est mieux d'en avoir moins et de couper les feuilles en petits et de les laisser faire des choses de la bonne qualité, mais ça, c'est plus dur à emmener. Mais par contre, toutes les personnes qui viennent en octobre, s'ils peuvent tous emmener une grande palette de papier de qualité avec des couleurs de Steiner, tu sais, qui ont les couleurs de peinture, c'est les meilleures. Il y a un site où on peut l'acheter. C'est exactement tout ce que j'ai demandé. Marie demandait qu'est-ce qu'on avait besoin et j'ai dit, c'est ça qu'on a besoin, des choses, des produits de qualité et après leur montrer comment bien prendre soin parce que ça aussi, personne n'a fait ça avant. Donc, ils peignent et puis ils laissent les pinceaux dans le truc et ça sèche. Enfin, voilà, c'est génial cette personne qui peut venir et avec ses valeurs, ça va être magnifique. C'est D'accord. Bon, bah, génial, ça vous des perspectives. En fait, moi, ce que j'ai vu comme difficulté, c'est un peu d'arriver à se glisser dans l'organisation de l'ashram et à apporter justement une autre philosophie. J'aimerais bien avoir un peu ton point de vue, tes perspectives sur comment est-ce que on peut s'intégrer comme ça quand on arrive dans un espace, c'est quand même une organisation très vivante et qui a déjà quelques années derrière elle de vie. Je crois que c'est depuis début des années 90, donc c'est presque, enfin, ça fait 30 ans. Et du coup, bon, avec voilà, des personnes qui sont là toute l'année, nous, on arrive comme bénévoles, on peut avoir plein de bonnes volontés, nos idées et tout, mais on peut pas les plaquer, les imposer, en fait. Donc, quelles sont un peu tes recommandations
s'intégrer dans le lieu, pouvoir apporter ce qu'on a envie d'apporter, sans être, même sans s'en rendre compte, un peu dans l'arrogance ou dans un peu le côté, bah, je sais mieux. Par exemple, pour le jeu de peintre, peut-être qu'il faudra l'intégrer par petites touches, ou peut-être pas mettre en place tout d'un seul coup parce que c'est pas la manière dont il fonctionne jusqu'à maintenant. Enfin, voilà. Alors, ma recommandation, c'est d'abord, et j'en parle par, comment dire, par peut-être ayant fait moi-même pas les meilleures choses à ce sujet-là, avec mes besoins autour des valeurs du modèle. Pour répondre simplement à la question, je dirais l'invitation, c'est d'arriver en tant que on est là pour donner de soi, donner de notre amour, de notre énergie, de notre temps. Euh, Là où c'est ouvert, là où il y a une ouverture, où on nous invite à venir offrir ce qu'on a à offrir, et d'être beaucoup dans l'observation. Dans l'observation, le non-jugement, parce qu'on arrive dans une culture qui est complètement différente de la nôtre, et de plus, sans parler juste de culture, parce que la culture du Népal en elle-même est très différente à plein de niveaux de la culture française, ou américaine d'ailleurs, ou anglaise. Et il y a des choses qui sont peut-être choquantes pour nous. Voilà, on est des cultures très différentes. On a euh, comment dire, des valeurs et euh, comment dire, des attentes qui sont différentes au niveau de comment on utilise l'argent, comment on échange l'argent pour, voilà, il y a cette notion comme au Maroc, comme, où on va dire un prix, puis après il faut dire un prix plus bas, et puis tu vois, tout ça, nous, on n'est pas habitués à ça. Donc, ces choses, elles peuvent choquer, elles peuvent. Et l'idée, c'est de ne pas être en jugement de ça. Si on a une sensation que quelque chose n'est pas aligné, pas juste, plutôt que d'en parler à d'autres Français, à d'autres bénévoles, à d'autres, d'aller directement à la personne avec qui s'est passé quelque chose et d'exprimer ce qu'on ressent. Donc, ça, je recommanderais ça. Et ça, je pense, d'ailleurs, on en a même parlé de le rajouter quelque part dans une lettre que les gens reçoivent quand ils arrivent ou quelque chose avec certaines guidances autour de choses, voilà, de ne pas juger, de ne pas être dans la peur, de vraiment pouvoir exprimer nos besoins. Si eux, ils pensent, parce que tu vois, le franc, l'euro, pas le franc, mais l'euro, il est tellement plus élevé que l'argent népalais, que la roupie népalaise, que pour eux, ils se disent, même si nous, on est pauvres en France et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, quand on arrive là, le fait qu'on a pu prendre un avion, qu'on a pu prendre un taxi, qu'on a un beau téléphone, oui, on peut prendre 10% de plus, ça va pas leur manquer parce que eux, ce que nous. Mais comme c'est pas dit ouvertement, c'est pas dit avant, parce que bah, ça fait partie de la culture, et ben ça, on peut ressentir quelque chose de négatif à ce sujet-là. Et puis effectivement, ouais, pas idéaliser aussi le côté, ah bah oui, c'est le Népal ou c'est l'ashram, donc ils ont que des valeurs, comme tu disais tout à l'heure, de bienveillance, de non-violence et compagnie. Oui, c'est vrai, c'est ce qui est porté, mais ça reste des êtres humains, donc nécessairement, en plus avec des adultes qui viennent de différents milieux, en plus, c'est ce que disait Abel aussi, il y a des adultes qui ont eu une enfance ou une jeunesse difficile, potentiellement assez violente, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Enfin, on ne sait pas en fait d'où viennent. Exactement. Donc, Oui. comme tu dis, je pense que c'est important d'observer, de ne pas rentrer tout de suite dans les jugements. Et je trouve ça très juste aussi ce que tu disais, d'aller voir directement des personnes de l'ashram, alors choisir à qui on en parle, mais pas se monter de bourrichon entre bénévoles parce que ça peut qu'aboutir à une catastrophe, je pense. Ouais. Et ce que tu disais, l'autre conseil qu'on peut retenir par rapport au fait d'apporter voilà, des choses nouvelles, peut-être des outils, etc. dans l'ashram, c'est de commencer peut-être par observer, proposer des petites choses, des petites améliorations, peut-être, voilà. Et moi, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est être dans l'entraînement, c'est-à-dire dans montrer, comment dire, inspirer en fait. Peut-être, voilà, si on a envie d'apporter telle ou telle chose, par exemple, pour tu parlais de la cuisine tout à l'heure, bah, peut-être faire une salade et puis proposer à ceux qui ont envie de goûter, mais pas vraiment montrer en fait plus qu'imposer exactement. Enfin, moi j'ai envie de dire, c'est ce qu'on fait aussi en France avec des personnes qui ont des valeurs très éloignées des nôtres. Ce qu'on peut faire, c'est montrer que ça marche pour nous, pourquoi ça marche et que les personnes se disent, ah oui, tiens. euh,
Mais bon, c'est vrai que moi, de base, je suis pas quelqu'un qui impose. Alors, du coup, à l'ashram, je me suis pas sentie gênée. Mais en revanche, je peux entendre que, on puisse avoir envie d'apporter, voilà, avec une envie d'apporter quelque chose de complet, de vraiment beau et d'apporter vraiment comme un peu, de se dire, bah, comme toi, avec ta méthode qui est très peaufinée au fil des ans. Donc, tu te dis, bah, on peut pas prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là, c'est pas cohérent. Et en même temps, ben, finalement, quelque part, t'as pas le choix. Ouais, c'est ce que j'ai fait finalement. Parce que donc je suis restée avec qu'est-ce qui est ma valeur la plus essentielle, la plus importante, et vraiment de dire voilà, il y a ça. Et puis après, où il est le plus grand besoin, et je vais focaliser sur ça. Et puis tout le reste, ça a été mis de côté finalement. Ah oui, d'accord. Donc ouais, là pour le moment actuellement, c'est vraiment lecture, écriture en anglais et le reste, t'as un peu laissé de côté. Ok. Ouais, ouais. Après, on le fait quand même au travers des chansons et du jeu de cartes et du jeu, parce que la méthode en elle-même, elle est autour de ça. Mais oui, on a fait très peu de chant, on a fait très peu de yoga, on a fait très peu, bien que le yoga, ils en font et ils sont fabuleux. Donc, c'est pas nécessaire non plus, à l'ashram autant que ça pourrait l'être ailleurs. Mais oui, oui, c'est surtout, comme tu dis, montrer par exemple. Vraiment, montrer par exemple, donner la curiosité et l'envie à eux de venir et de demander. Par exemple, il y avait Bernard qui était là, qui enseignait le prana, comment vivre de prana. Il est venu et on a fait une expérience pendant 9 jours. Et les enfants, tout le monde a été invité qui voulait participer. Et en fait, on a eu 4 enfants qui sont venus et qui ont fait le processus avec nous. Et à la fin, il en restait 2. Mais c'était chouette parce qu'ils ont choisi. C'était Oui. pas du tout imposé. Ouais. Ouais, et puis qui sait, si ça se trouve, ils auront envie de recommencer l'expérience l'année prochaine et ceux qui convaincront, qui proposeront à d'autres enfants. Exactement. D'ailleurs, on devait le faire, mais malheureusement, Bernard est rentré en France plus tôt que prévu. Donc, on devait le faire au début de l'année quand Ramchandra revenait. Et en fait, mais ils avaient déjà dit qu'il y en avait plein d'autres qui voulaient réessayer avec nous à ce moment-là. Donc, oui, oui, c'est sûr que si quelqu'un veut venir et partager autour de la nourriture pranique, il y a déjà un intérêt. Donc, De toute façon, moi, je trouve que ces expériences interculturelles, elles sont intéressantes pour nous, en tant qu'occidentales, parce que on a tellement l'habitude de penser que ce qu'on fait, c'est mieux que, enfin, moi, je trouve, hein, globalement, il y a ce côté-là que moi, j'ai vu en expatriation, tu vois, en discutant avec les gens et tout, que ça fait du bien aussi de se dire, OK, ben, OK, moi, je pense que c'est mieux, très bien, j'en ai l'expérience, mais et si je me disais que, ben, leur façon de vivre, elle est ajustée pour eux. Et bon, voilà, et voir comment on peut se rencontrer à mi-chemin, quoi. Enfin, complètement, mais c'est même ce qui s'est passé autour de la violence pour moi. Tu vois, quand j'en ai parlé avec Ramchandra et avec Lakshman, il me dit oui, mais il y a des enfants qui viennent de la rue, qui ont été battus. Et si tu leur parles juste, faut pas faire ça, ben des fois, ils comprennent pas. Ils ont besoin peut-être d'un coup fort qui dit wow, là, c'est pas, tu sais, comme j'en parlais hein, dans le wow, like ça, c'est pas possible. Et ben des fois, le wow pour eux, c'est un wa qui fait mal quelque part parce que sinon, bah, ça va pas enregistrer. Et ça, c'est dur pour nous d'entendre et de comprendre ça, mais au bout d'un moment, je me dis oui, ben, il y a des fois, peut-être oui, tu vois, c'est peut-être il y a avec ces enfants, avec cette situation, avec ce problème, peut-être c'était la solution juste pour eux. Et c'est pas, voilà. Et pourtant, moi, je suis quelqu'un qui tolère aucune violence, tu vois, dans le modèle, dans mon idéologie, c'est intolérable. Mais je comprends et je continue de dire oui, mais il y a peut-être une autre solution. Mais quand même, je comprends que ça se soit passé et que ben, si on leur apprend pas un autre moyen, ben, euh, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à demander qu'il n'y ait plus de violence, ça a été difficile parce que j'ai demandé à tout le monde de devenir des gardiens de la paix dans l'ashram. Donc, s'ils voyaient de la violence, de dire, wow, ça, c'est pas OK, on fait pas ça, que ce soit aux grands ou aux petits. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des petits qui ont dit aux grands, quand ils devaient faire leur seva, par exemple, des choses à faire, et que les grands ils disaient allez vas-y il faut faire ça et il y a des petits qui se sont retournés qui a dit oui mais de toute manière tu peux pas me taper ou tu peux pas sinon je vais dire à Satyana
Et là, ils se sont sentis démunis et ils m'en ont voulu, hein. C'est pour ça que je te partage ça. Ça a été vraiment difficile pour moi là. Et pendant 2 mois. C'était chaud parce que ben, tous les grands qui avaient l'habitude d'utiliser la violence quand quelque chose n'allait pas comme ils voulaient et qu'on avait arrêté ça, mais que Ramchandra est parti et que les conséquences n'ont pas été mises en place D'accord. à ce moment-là. Il y a eu une période de 2 mois qui était vraiment très, très difficile pour tout le monde parce qu'on a arrêté quelque chose, mais on ne l'a pas remplacé avec quelque chose de mieux. Et le truc, c'est que même si on l'a remplacé parce qu'on en a parlé d'une certaine manière, il n'y avait personne qui avait le temps d'implémenter les conséquences plus tard ou qui voulait le faire. Donc, Mm. surtout les grands, ils sont tellement occupés à gérer leurs trucs et ils sont tellement démunis de main-d'œuvre adulte que personne n'était là pour gérer les conséquences. Et donc, ouais, ça a été dur. Donc là, maintenant, on a les conséquences, elles sont imprimées, elles sont sur le tableau et j'entends qu'ils sont en train de les implémenter. Mais voilà, donc une des recommandations, c'est être patient. Être patient. Moi, je suis arrivée en me disant, waouh, mais ça, pour les conséquences, je voulais que les enfants les choisissent eux-mêmes, ce qui était juste. Donc, je voulais qu'ils les écrivent. Et en fait, j'avais demandé à tout le monde, ils sont venus à la salle de méditation et c'était donc Ramchandra avait demandé, tout le monde était à bord, sauf qu'il y a peut-être 40% des enfants qui n'ont pas écrit leur truc. Donc, on a demandé que ceux qui n'avaient pas fait reviennent. Et en fait, ça a pris longtemps. Et moi, j'en parlais avec quelqu'un, je dis, ouais, ça prend longtemps juste. Et quelqu'un qui connaît un peu le Népal, qui s'appelle David, qui était là, un Français, qui était là pour décorer les jardins et tout ça, un super gars. Il m'a dit, mais en fait, c'est super rapide. Tu te rends pas compte ici au Népal, tu te rends pas compte de cette culture, tu te rends pas compte leurs croyances. Il me dit, tu sais, moi, je suis un artiste et quelqu'un qui fait des graffitis sur un mur au Népal, il peut encore aller en prison. Donc même l'expression, comme tu dis, qu'avec le jeu de peindre, de pouvoir s'exprimer naturellement, ben, eux, ils ont peur. Il y a beaucoup de fois qu'on leur demande comment ils se sentent et ils vont pas dire comment ils se sentent parce qu'ils ont peur d'exprimer vraiment ce qu'ils ressentent. Les émotions sont pas vraiment encouragées à l'ashram. Donc, moi, d'emmener la communication non violente et des choses comme ça, ben, ça chamboule un peu leur mode d'opération et d'être. Donc peut-être qu'il faut être effectivement voilà, très attentif au facteur temps, se dire que les choses vont pas prendre le même temps qu'on aurait pu le projeter, mais même en France. Mais bon, là, on va dire, il y a en plus des éléments de culture qu'on n'a pas en plus, donc on a du mal à naviguer là-dedans. Et puis aussi se rappeler, comme tu disais tout à l'heure, le manque de moyens. Je veux dire, on sait très bien que la violence éducative ordinaire, même en France, souvent, elle vient de, voilà, de parents qui sont complètement dépassés parce qu'ils n'ont pas de soutien, parce qu'ils manquent de sommeil. Enfin, on sait tous les moments où on se met à crier. Je veux dire, enfin voilà. Donc, je pense que c'est important aussi ouais, d'être conscient de ça, du moyen. Et je trouvais ça intéressant que tu dises, ouais, les grands, ils se sont trouvés démunis. Parce qu'ils ont une vie quand même qui est difficile, hein, qui est hyper exigeante au quotidien, hein, qu'on a du mal à imaginer pour des enfants aussi jeunes aussi. C'est ça. Et puis en plus, ils n'ont pas des enfants, comme on dit, normaux pour la plupart, avec deux parents qui les aiment, qui leur donnent de l'amour le soir. Et que non, ils ont tous ces enfants qui viennent de milieux, enfin, disons 70% des enfants qui viennent de milieux super compliqués et difficiles. Donc, c'est des enfants d'autant plus difficiles à gérer et avec peu de moyens. Donc, ouais, ouais, c'est la manière qu'ils ont géré tout. C'est en fait, quand tu arrives à l'ashram et quand tu vois comment ça se passe, mis à part ce que je t'ai dit avant, c'est une fourmilière extraordinaire qui navigue, qui fait que tout marche à tous les niveaux. Et c'est très, très rare que tu entends des enfants crier ou pleurer. C'est En juste. fait, il y a beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour. Donc, oui, malgré ces moments de wow, de wow qui est peut-être un peu trop violent pour nous, en fait, pour eux, ça a permis un fonctionnement qui est quand même, dans l'ensemble, extraordinairement paisible, joyeux et qui marche, qui fonctionne.
Oui, c'est ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est quand on voit d'où on part et là où on en est déjà, peut-être que c'est ça aussi qui vient les stimuler, c'est de se dire, non mais est-ce que tu te rends compte de comment ça pourrait être et comment c'est déjà? Donc s'il y a encore des choses qui te dérangent, d'accord, mais on pourrait être tellement, tellement loin de ça. Et tu vois, d'être reconnu aussi dans tous les efforts qui sont faits pour que ces enfants, ils ont un cadre de vie et une éducation qui soit déjà vraiment avec des standards quand même très élevés, je trouve. Exactement, exactement. Oui, oui. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut garder en tête et dans notre cœur. Et la patience, la tolérance, comme tu disais, le temps népalais, parce qu'en fait, tu sais, nous aussi, on est habitués, bah, tu m'as dit à 2 heures, si tu n'es pas là à 2h10, tu es en retard. Alors que pour eux, nous, quand on a rencontré le ministère de l'Éducation, on était 10 minutes en retard. Donc, je dis au papa là, de ces deux filles, je lui dis, mais peut-être tu devrais les appeler pour dire qu'on est en retard. Et il me dit, non, mais 10 minutes, c'est pas en retard. Et ça, on va rencontrer le ministère de l'Éducation de ce quartier. Donc, même avec un ministre, tu n'arrives pas 10 minutes en avant, tu arrives en retard et c'est pas en retard. Donc, dans le temps, cette conscience du temps que nous avons, on parle du temps népalais, on parle du temps indien, mais c'est complètement différent. On n'a aucune notion de ça. Et une autre chose, c'est la parole. Tu sais, notre parole juste, notre parole impeccable, quand on dit, bah oui, on va faire ça, et si on ne le fait pas, ben, j'en ai même parlé parce que bah, c'était une autre chose qui m'interpellait. Et en fait, je me rends compte en passant le plus de temps là-bas que c'est pas du tout pareil. Personne n'a cette attente aussi exigeante de ce qu'on dit qu'on va faire parce qu'ils sont plus dans une énergie comme quand ils conduisent dans la rue. Tu sais, tu es, dans la rue avec les voitures et tu es dans une ligne blanche double où tu n'as pas le droit de passer. Ben, tu as un bus qui vient de l'autre côté qui va pas non seulement passer, mais il vient contre toi, il est en face de toi, il arrive et il repart et personne va klaxonner pour dire waouh mais qu'est-ce que tu fais t'es dans tu vois tout le monde et pareil ici en Inde au Kerala c'est la même chose il y a une acceptation un flot comme une rivière un mouvement qui et c'est comme une danse naturelle de la vie et c'est pareil autour des engagements qu'on dit. Bah oui, on a dit qu'on ferait ça demain. Ah oui, mais demain, bah, il s'est passé quelque chose et donc on le fera après-demain. Et si c'est pas après-demain, bah, ce sera le jour d'après. Et c'est vraiment toute une culture qui soutient ça et qui, pour nous, moi en plus des États-Unis, d'avoir passé 30 ans aux États-Unis où c'est tellement. Euh, c'est, c'est, c'est un autre monde. Et ça aussi, j'ai envie de dire, soyons ouverts, patients, tolérants de tous ces changements qui arrivent tout le temps, en fait. Ça me fait penser, tu sais, en Égypte, par exemple, si tu demandes ta rue, tu sais, tu demandes ton chemin et que la personne ne sait pas où tu veux aller, elle t'indique quand même quelque part. Et toi, tu vas, tu te dis, mais pourquoi? Mais pourquoi il m'a pas juste dit qu'il savait pas? Mais parce qu'il veut pas te décevoir. En plus, en Asie, il y a ce côté pas perdre la face, tu vois, pas te laisser comme ça, sans... alors on te dit quelque chose, c'est pas grave, tu vois. Et toi, si tu sais pas, bah, tu vas dire, mais enfin, mais c'est insupportable de m'avoir envoyé dans la mauvaise direction. En fait, il voulait vraiment te rendre service, tu vois. Et quand tu as compris ça, bon, après, tu fais attention un peu, tu dis, OK, je vais te monter avec quelqu'un d'autre. C'est pas un manque de considération, au contraire, en fait. Et donc, nous, si on le voit avec nos yeux d'occidentaux, eh ben, on va l'interpréter complètement à l'envers. Et puis, c'est tellement riche que vraiment, enfin, je pense que toi-même, tu vas y retourner, enfin, malgré les difficultés que tu as pu rencontrer, c'est des belles expériences. Complètement. Moi, je suis en amour avec ce peuple, avec cet ashram, avec ces enfants, avec ces adultes qui font, ils donnent tellement de leur temps, de leur talent, de leur passion, de leur être, et ils restent d'une gentillesse, même quand ils sont en colère. Il y a ici Roland qui a participé à cette aventure au Népal avec Satyana. Alors toi, quel était ton rôle à l'ashram cette période? Alors, dans cette période-là, pour la deuxième fois, quand on y est retourné, moi j'ai surtout accompagné Tatiana dans tous ses besoins pour la création de la classe, création du matériel, préparation pour la formation des enseignants. Et puis voir les besoins de l'ashram. Alors, moi je les ai aidés dans la création de flyers pour les informations sur les guests. Donc, ça sera un petit flyer qui va être dans toutes les chambres
avec les consignes, les activités, tout ce qu'ils vont pouvoir trouver, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut respecter dans l'ashram. C'est à quelque chose que j'ai oublié de dire. Il y a des personnes qui viennent à l'ashram avec des attentes autour de, on va faire du yoga intégral, on va avoir des enseignements, et que tout ça va être quotidien, pratiquement. Et en fait, si pour une raison ou une autre, Ramchandra, il part à Goulmi, ou il part à Pondichéry, ou il n'est pas là pendant un mois ou 6 semaines, et que les autres sont trop occupés et qu'il ne se passe pas, ça aussi, ça peut créer des déceptions et tu vois, et donc, de ne pas venir avec beaucoup trop d'attentes, de se rappeler que c'est un ashram d'abord. C'est pas un centre de bien-être, c'est pas bien qu'il y a un centre de bien-être, il n'est pas encore complètement à point, il est encore avec des enfants qui s'en occupent. Voilà, toutes ces choses-là, Il y a un cours d'amélioration. voilà. Là aussi, j'ai préparé une plaquette pour qu'on puisse avoir la liste des soins qui vont être proposés, à quel tarif, tout ça, c'était pas clair jusqu'à maintenant. Donc, voilà, tout ça petit à petit, ben, ça prend, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ça prend du temps. Mais les choses se mettent en place petit à petit, étape par étape. Et ce qu'ils appellent l'hôpital, donc c'est le centre de bien-être, et là-bas, ils l'appellent l'hôpital, donc c'est pour avoir des soins ayurvédiques. Petit à petit, tout s'améliore avec la venue de David, qui a repeint, réaménagé les salles de soins. Ben voilà, tout est propre, tout est refait. Voilà, les choses se font à leur rythme, au rythme népalais, mais ça avance. Avant. Et alors, par rapport à ce qu'a dit Satiana, est-ce que tu as des choses à ajouter sur voilà, comment s'inclure dans l'ashram, justement apporter son aide sans faire d'impair, sans, voilà, sans créer de tension Je crois qu'elle a bien résumé la situation et c'est vrai que l'essentiel, c'est de ne pas imposer les choses, quoi, et de ne pas s'imposer et vraiment d'être avec toute humilité, voir ce qu'on peut apporter dans nos compétences à chacun ou dans l'aide, sans vouloir imposer ben, notre vision d'Européens et qui est différente de la leur. Mais il y a toujours moyen de pouvoir les aider en étant disponible, en allant voilà, proposer, demander, écouter. Tu as l'air plutôt satisfait de tes deux expériences à l'ashram. Oui, oui, oui. Moi, je suis revenu avec plaisir aussi. La première fois, on est resté 2 mois. C'était une grande découverte, surtout pour moi qui avait jamais été en Asie. Et j'ai aussi beaucoup apprécié les Népalais, que ce soit les adultes, les enfants et la vie là-bas, quoi, leur manière de vivre, la joie qu'il y a, leur sourire, leur gentillesse. Voilà, même si, comme je le disais aussi, tous ces enfants qui sont là, il y a quand même beaucoup d'enfants. Et donc, il y a quand même beaucoup de bruit, hein, parce que c'est des enfants. Et comme ceux qui connaissent les Oui. écoles, ben, ils savent il y a du bruit dans les écoles, quoi. Ça vit. Mais voilà, c'est pas stressant. Il n'y a pas de tension, quoi. Voilà, on ne sent pas de tension permanente ou d'irritation. Voilà, il y a beaucoup de fluidité et c'est agréable. Ça reste agréable. Et j'y retournerai avec plaisir. Parce que ben, là aussi, c'est la deuxième fois qu'on y va, donc on les voit, on vit un peu avec eux, on les voit évoluer, on les voit grandir, et ben, ils sont heureux de nous retrouver aussi. On a vu quand on est revenu qu'ils étaient heureux de nous retrouver. Là, quand on est parti, ben voilà, et Satya Ami, c'est quand est-ce que tu reviens? Donc voilà, ils sont impatients aussi de nous revoir, donc voilà, ça fait toujours plaisir. C'est sûr, nous, quand on a parlé de Satiana, là, au petit, dans la classe Aïwi, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles, c'est trop mignon. Merci beaucoup pour ces partages très riches, je pense, des paysans pour beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'audience qui ont été en Asie, donc qui vont probablement reconnaître des situations déjà vécues aussi dans l'interculturel. Au plaisir de se retrouver au Népal alors. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à laisser une appréciation, à vous abonner ou encore à le partager avec vos amis. Un grand merci, à bientôt!